Bonjour à tous, mon invité politique aujourd'hui, Christophe Béchu, ministre de la Transition écologie et de la cohésion des territoires. Bonjour Christophe Béchu, merci d'être avec nous ce matin. Vous avez passé une partie de la soirée dans une cellule de veille. Quel est le premier bilan de la tempête ? On a une tempête qui a été conforme à ce qu'étaient les prévisions des météorologistes, avec des vents extrêmement violents, y compris des pointes qui ont été mesurées aux alentours de 200 km/h sur les pointes de la Bretagne, avec, à la minute où je vous parle, un mort dans un département qui n'était pas classé rouge, lié à une chute d'arbres, oui. Des dégâts matériels importants, 1 200 000 foyers privés d'électricité, une circulation interdite sur les routes du Finistère compte tenu des nombreuses chutes d'arbres qui nécessitent des interventions. Mais j'allais dire que globalement, quand on compare aux grandes tempêtes qu'on a connues il y a 10 ou 20 ans, les messages de prévention, la façon dont nous sommes préparés à cette tempête nous a sans doute permis d'éviter le pire. C'était la nuit, la population est restée à la maison, les consignes ont été respectées ? Oui, on avait la chance, entre guillemets, que ça arrive un jour férié, donc un jour où déjà les poids lourds ne circulent pas, mais avec une réactivité de la part des autorités pour prendre des mesures de restriction de la circulation, de consignes, de prévention. Et puis on a activé également le dispositif FR Alert qui a permis d'envoyer dans les départements qui étaient classés rouges des SMS pour rappeler aux gens ce qu'étaient les consignes de sécurité, en particulier de surtout pas sortir la nuit dernière. Je veux profiter de votre antenne pour dire que ça n'est pas fini. Nous sommes sortis de la vigilance rouge pour le Finistère. À 8h ce matin, nous sommes sortis de la vigilance rouge pour les Côtes-d'Armor. Il nous reste un département qui est en vigilance rouge jusqu'en milieu de matinée, qui est la Manche. Mais nous attendons pour le milieu de la matinée, correspondra au moment de la marée haute, des vagues particulièrement hautes, de 6 mètres, de 8 mètres, de 10 mètres en fonction des endroits. Donc on a des risques de submersion marine. Et les consignes de prévention à la minute où on se parle, c'est n'allez pas vous approcher pour admirer les vagues. Les risques sont réels ce matin et plus largement durant toute cette journée sur ces territoires. Soyez prudents parce qu'on peut avoir des arbres qui ont été fragilisés et qui tombent. On peut avoir des sujets sur des toits qui... bref. Donc vous appelez la population à rester calfeutrée à domicile. Je l'appelle à rester vigilante. En tout cas, pas se promener au bord des côtes. 1,2 million de foyers privés d'électricité. Quand pourra-t-il être rétabli ? Nous avons des équipes d'Enedis qui sont à pied d'œuvre déjà depuis cette nuit. Le rétablissement va se faire tout au long de cette journée. J'ai pas le détail de ces foyers. Il y en a près de 800 000 qui sont en Bretagne, là où les choses sont les plus concernées. Ce que je peux dire, c'est que l'écrasante majorité retrouvera de l'électricité dans cette journée. Alors on va évidemment découvrir les dégâts au fur et à mesure de la matinée, parce qu'il y en a forcément, vous le disiez, des vents quand même à 200 km/h pour certaines zones. Concrètement, que va faire l'État pour aider les sinistrés ? Est-ce que déjà l'état de catastrophe naturelle va être déclaré ? Ça, ce sont des décisions qui vont être prises dans la journée d'aujourd'hui, quand on va effectivement, comme vous venez de le dire, consolider ce que sont les dégâts. Ce qui est certain, c'est que la puissance de ces rafales de vent permettrait cette reconnaissance de catastrophe naturelle sur une partie du territoire, à n'en pas douter. Ensuite, je vous dis, la priorité absolue, c'est de constater, de vérifier que nous n'avons pas de dégâts qui nous seraient échappés. Et la priorité, encore plus, c'est d'aller rétablir le plus vite possible l'électricité et les conditions de circulation sur ces territoires. Tout au long de cette journée, les équipes de l'État vont être à pied d'œuvre. Et je veux saluer ceux qui, dans les préfectures, sur le terrain, travaillent. Je veux saluer nos sapeurs-pompiers qui, dans beaucoup d'endroits, multiplient aussi les interventions à l'appel des particuliers. Et puis, les agents d'Enedis qui, là, sont en première ligne dans le cadre de ce rétablissement de l'île électrique. Et vous en saurez plus dans la journée au fur et à mesure qu'on va avancer. Il y a également la question des transports. Les TER sont interrompus jusqu'à demain. Pareil pour les TGV ? Alors, les TER sont effectivement interrompus aujourd'hui. Les TGV, il n'y en a pas en direction de Nantes et du Mans pour la journée d'aujourd'hui. Ils devraient recommencer à circuler demain. Des trains de reconnaissance de la SNCF vont être envoyés sur les différents réseaux ferroviaires, avec des bûcherons qui seront susceptibles d'aller couper les arbres qui sont tombés sur les voies, puisque c'est ça notre souci principal, ou de pouvoir rétablir les caténaires qui sont
qui ont pu être abîmés pour qu'on retrouve un niveau de circulation le plus normal possible demain, à la minute où je vous parle. Je n'ai pas de raison de douter de cet objectif. Alors on a parlé de bombes météorologiques ou encore de tempêtes explosives. Est-ce que la France doit se préparer à connaître de nouveaux phénomènes d'ampleur tels que celui-là? Il y a déjà eu des tempêtes, vous l'avez dit vous-même, un monstre par le passé, notamment celle de 1999. Est-ce qu'on doit s'attendre à d'autres phénomènes? La réponse est oui. On en a connu il y a 20 ans, on en a connu il y a 10 ans, on va continuer à en connaître. La formation de ces tempêtes, elle n'est pas liée au dérèglement climatique. Il y a toujours eu des tempêtes, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve. Simplement, le dérèglement climatique, il accentue potentiellement l'intensité et les conséquences, avec un niveau des océans qui va monter au fur et à mesure du temps, sous l'effet en particulier de la fonte des glaces. Les risques de submersion marine ou d'inondation sont plus importants, avec des décalages de température qui nous amène à avoir des canicules en septembre, et donc une température de l'eau potentiellement très chaude qui peut favoriser la création de phénomènes météorologiques compliqués. On peut s'attendre effectivement à des épisodes de davantage d'intensité. Donc ça veut dire, Monsieur le Ministre, que vous ne liez pas ces tempêtes directement au phénomène du réchauffement climatique, mais aux impacts de ce dernier? Moi, je crois qu'il faut être précis dans ce que nous disons aux Français. Il y a des quantités de choses qui sont liées au dérèglement climatique. Tout n'est pas lié au dérèglement climatic. L'éboulement qu'on avait connu il y a quelques semaines en montagne, conduisant à la fermeture d'un axe entre la France et l'Italie, ça, c'était pas le dérèglement climatique. Les analyses qu'on a faites le montrent. Les tempêtes, il y en a eu avant, il y en a eu de tout temps, et en soi, une tempête n'est pas liée au dérèglement climatique. En revanche, le dérèglement, le réchauffement climatique accentue les intensités des épisodes que nous connaissons. Alors vous avez tiré les leçons de certains événements comme Xynthia. Il n'empêche, la France est encore en retard par rapport à d'autres pays sur les infrastructures. Le Japon, les États-Unis, les Pays-Bas ont mis en place des digues, des barrages. Est-ce que clairement il y a quelque chose de prévu sur ce point en France? D'abord, vous l'avez dit, en 99, il n'y avait rien. Ce sont ces tempêtes, Lothar et Martin, qui ont conduit à mettre en place les dispositifs qui ont été déployés au cours de ces dernières heures et qui nous ont permis d'éviter le pire, puisque on a un bilan qui n'a rien à voir avec ce qu'on a connu il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Mais on a encore devant nous du chemin à parcourir. Et ce chemin, il est dans le cadre de ce qu'on appelle le plan national d'adaptation au changement climatique. À la toute fin de cette année, ou au tout début de l'année prochaine, je présenterai l'ensemble des mesures d'adaptation pour qu'on soit mieux préparé à tout type de risque. Pas seulement les tempêtes, mais on a la question du retrait-gonflement d'argile. C'est plus de 10 millions de Français qui sont potentiellement concernés. On a l'érosion du trait de côte dont je parlais. On a des risques d'inondation qui sont liés, comme nous l'avons vu il y a quelques jours avec Aline dans les Alpes-Maritimes, à des épisodes pluvieux, cévenols, méditerranéens, encore plus intenses compte tenu du réchauffement climatique. Sur tout ça, on doit à la fois changer une partie de nos règles, de nos référentiels techniques, puisque les températures seront plus élevées, il faut qu'on ait des réseaux de transport ou de télécommunications qui soient plus résistants à des températures qui sont plus élevées. Il y a le sujet des digues, il y a la façon dont on se protège par rapport à ces épisodes, et ça, ce sont des mois de travail depuis janvier, de la part de beaucoup de services d'État et d'entreprises, pour arriver au début de l'année prochaine à ce référentiel d'adaptation qui rehaussera notre niveau de protection. Donc il faut s'habituer à la culture du risque. Bien sûr, il faut renforcer notre culture du risque. Il faut renforcer nos réflexes de vigilance et de résilience, parce que nous allons vers une augmentation de ce que nous appelons les catastrophes naturelles à cause du dérèglement du climat. Alors, on est tenté de vous dire qu'il faut un petit peu agir sur les causes. Est-ce qu'on peut vraiment changer la donne quand on sait que d'autres pays du monde n'ont pas le climat forcément sur la liste de leurs priorités, faute parfois de volonté, mais aussi faute de ressources? On ne peut pas tout seul? Pour être clair, l'inaction des autres ne peut pas nous servir d'excuse pour nous ne pas agir. Je vais prendre une image. La planète, c'est comme si c'était un immeuble. On n'a pas le plus grand appartement, nous, la France. On a 0,8%, j'allais dire, de la surface. Mais s'il y a un incendie dans l'immeuble, franchement, vous ne commencez pas à éteindre l'incendie dans votre propre appartement au motif que votre voisin chinois qui a le plus grand appartement, lui, n'a pas commencé à éteindre les flammes sur son propre canapé et ses rideaux. Ça marche pas. On doit à la fois faire le maximum chez nous, et c'est ce que nous faisons avec une planification écologique qui
qui est unique, et nous devons, dans le même temps, faire en sorte de mobiliser la communauté internationale avec une diplomatie qui doit se renforcer. Vous le faites un petit peu, il y a le premier sommet international dédié aux glaciers et aux pôles, le One Planet Polar Summit, qui se tiendra à Paris prochainement, du 8 au 10 novembre. Un énième sommet, 40 chefs d'État qui vont sans doute venir en avion privé. Ne pensez-vous pas qu'il faut abandonner les promesses, les discours et passer vraiment à l'action concrète? C'est ce que disent beaucoup de citoyens. Que peut-on attendre vraiment de cette réunion concrètement? Il n'y a jamais eu de sommet organisé pour se pencher sur les pôles. Et c'est pas une réunion de plus. Bon, en tout cas, je comprends que les gens se disent ça. Mais c'est quoi l'alternative? C'est de penser que si on se voit pas, que si on se met pas d'accord, il y aura plus d'action, et qu'on a des pays qui aujourd'hui sont réticents et qui veulent pas bouger, qui vont s'y mettre tout seuls comme ça, sans qu'il y ait une pression internationale qui se mette en place. Je crois au contraire que des moments comme cela... Ça sert à quelque chose, vraiment. Mais bien sûr, parce qu'ils permettent, y compris d'ailleurs, d'avoir une pression citoyenne autour des conclusions de ces différents sommets. Moi, quand le pape annonce qu'il va venir à la COP28, je pense que c'est un moyen de pression parmi d'autres pour que des États mesurent que ça contribue à braquer les projecteurs et qu'on ne pourra pas quitter cette COP juste en disant, bon, on se retrouve l'année prochaine et puis on verra ce qu'on fait. Et donc, ce sommet sur les pôles, pourquoi il est crucial? Parce que les pôles, par définition, sont des endroits où il n'y a pas de souveraineté nationale. Où on a en partage des territoires et des étendues glaciaires qui conditionnent en grande partie à la fois la température de la planète et nos réserves d'eau douce. Et ce sont des lieux qui sont doublement menacés par le dérèglement climatique. Parce qu'au fur et à mesure que les températures augmentent, les pôles fondent, et plus les pôles fondent, plus potentiellement on peut se retrouver avec des lieux de conflits géopolitiques. Et là, si on n'est pas d'accord entre nous, si la communauté internationale ne décide pas de manière collective ce qu'on fait... et les actions concrètes ensuite. Et globalement, rien ne va assez vite. Ça ne va pas assez vite. Le rythme auquel les États sont en train de bouger ne va pas assez vite. Mais partout dans le monde... Vous vous sentez pas découragé quand même parfois, Christophe Béchu? Tous les matins, je me lève en me disant que tout est à faire. Il m'arrive le soir de me dire que la journée n'a pas été aussi bonne que ce que je pouvais espérer. Et il y a des moments, je vous le confirme, de désillusion. Mais à côté de ça, l'enjeu est tellement important. La nécessité qu'on a de réussir pour préserver la vie sur la planète telle qu'on la connaît, ça mérite de s'y mettre vraiment. Alors vous allez faire un tour de France pour parler écologie avec les Français, 7e rencontre la semaine prochaine à Paris. Vous le savez, une partie des Français sont parfois fâchés avec la manière dont les gouvernements gèrent l'écologie, qu'ils jugent punitive, comme le débat notamment sur les zones à faible émission ou les passoires thermiques. Que leur répondez-vous? Je leur réponds que la vraie punition, c'est si on fait rien. La vraie punition, c'est les conséquences d'un dérèglement climatique qui... en termes de coûts, avec la sécheresse, parce qu'on se retrouvera avec des secteurs sans eau. Il y a faire, mais il y a punir aussi. Il y a la manière de faire. C'est pas le problème. On vous reproche pas de faire, on vous reproche la manière. Sauf qu'on finit par oublier pourquoi on fait. Et pourquoi, dans un certain nombre de cas, on pose des règles qui peuvent être contraignantes. Il y a un dérèglement climatique qui n'est pas lié à une décision qu'on prendrait demain matin ou qu'on aurait prise hier, qui est la conséquence de nos activités humaines et industrielles depuis les années 90. Par rapport à ça, on propose une planification écologique qui s'appuie pas sur la contrainte. Moi, mon écologie, c'est pas celle qui consiste à taxer, c'est pas celle qui consiste à faire du greenwashing de la lutte contre les riches, c'est pas celle qui consiste à penser que c'est par la réduction des libertés qu'on va y arriver. Donc, on préfère de beaucoup accompagner les Français en leur donnant les moyens de changer. Et typiquement, le lancement dans quelques jours du leasing à 100 € pour les voitures électriques correspond à ce que nous souhaitons en matière d'écologie, offrir des solutions aux gens, pas se contenter de dire que ça doit bouger. Béchu, concrètement, c'est quoi qui est éligible à ce leasing? Concrètement, dans les jours qui viennent, une plateforme de réservation de sa voiture à 100 € va voir le jour. C'était une promesse d'Emmanuel Macron, et ça permettra aux Français qui respectent des conditions de revenus de pouvoir s'inscrire pour bénéficier de cette voiture à 100 €. Combien de Français, combien de revenus? Ça, c'est ce qui sera précisé dans les prochains jours. Pour être clair, la première année, nous n'aurons pas autant de véhicules qu'il y a sans doute de gens qui le souhaitent. Pour une raison, c'est qu'on a décidé que ne seraient éligibles à cette aide que les véhicules produits en France ou en Europe. Et qu'on n'allait pas utiliser l'argent public. Et on n'en produit pas assez. Et nous n'en produisons pas assez pour le moment. Et en même temps, le leasing va être un moyen de pousser ces constructeurs automobiles à en faire davantage. Mais si on commence à distribuer des primes pour acheter des voitures qui sont fabriquées en Chine, dans des usines alimentées par du charbon, on est très hypocrite d'un point de vue écologique. Donc nous assumons,
le fait qu'on souhaite flécher cette prime, ce qui veut dire sans doute une vingtaine de milliers de véhicules disponibles dans un premier temps. Et comme on s'attend à ce qu'il y ait potentiellement bien plus de Français qui soient intéressés par cette voiture à 100 €, le sujet de savoir si on va réserver ce bénéfice, par exemple aux ZFE, ou à des territoires ruraux dans lesquels on n'a pas les mêmes alternatives à la voiture individuelle que ce qui peut exister en ville, fait partie des ultimes arbitrages qui vont être rendus par le gouvernement. 25 000 Français environ 25 000 foyers qui vont pouvoir s'inscrire très prochainement. C'est ça. Exactement. Sur les plateformes. Et je le dis, voyez typiquement autour de la voiture électrique. La voiture électrique, elle est bonne pour la planète, mais elle est bonne aussi pour le pouvoir d'achat. Elle vous permet d'économiser l'équivalent de 1 200 € d'essence par an. Donc très concrètement... Combien de coûts pour l'État ? Le coût pour l'État, il est évidemment élevé. Je vous rappelle qu'on a des aides qui nous permettent d'accompagner ceux qui changent de voiture jusqu'à 12, 13, 14 000 € en fonction des cas pour quelqu'un qui bénéficie à la fois du bonus écologique et d'une prime à la conversion. On sera sur des niveaux de soutien de l'État à ces dispositifs de leasing qui seront comparables aux sommes que je vous donne. Alors, est-ce qu'un tel dispositif, quand même, vous permettra de passer à cet objectif 2025, la fin du moteur électrique, selon vous ? 2035 ? 2035, pardon. À l'échelle européenne. Vous savez, il y a une chose qui est très remarquable. Tous les mois, la part des immatriculations en voitures électriques augmente. On était à 19% le mois dernier, on était à 18% il y a 3 mois, on était à 17% en début d'année, et on était sur une moyenne qui était proche des 15% sur l'année précédente. Donc, les consommateurs, les Français, les automobilistes, ils ont compris qu'il y avait à la fois un enjeu climatique, mais y compris, je le redis, un enjeu en termes de pouvoir d'achat. En tout cas, 100 € plus, on le rappelle quand même, les assurances et les frais de réparation à la fin si on veut rendre la voiture. Donc c'est pas exactement 100 €. Mais je le redis, c'est au moins 100 € d'économie par mois sur son essence. Alors il y aura des bornes électriques, évidemment, on en parle souvent. Il y a un travail qui est fait en ce sens-là, mais enfin il faut les fabriquer, ces batteries. Emmanuel Macron, lors de la présentation de la planification écologique, avait évoqué ses ambitions en matière de ressources minières comme le lithium. Nos confrères du Parisien ce matin évoquaient ces projets d'ouverture de mines dans l'Allier, notamment. C'est un projet qui préoccupe beaucoup d'ailleurs les habitants et les élus locaux, inquiets notamment pour la gestion d'eau. Vous confirmez ces projets ? Je confirme que nous avons besoin de réouvrir des mines. On a besoin de faire en sorte que ces métaux rares, on puisse faire en sorte de les extraire ici, évidemment en étant le plus précautionneux possible. Mais j'aimerais qu'on s'arrête juste une seconde. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? On est dans une totale hypocrisie. C'est-à-dire qu'on laisse des pays loin de nous exporter pour ensuite importer l'ensemble de ces produits. On dépend en particulier de la Chine qui concentre des monopoles dans beaucoup de minéraux rares. Ça n'est pas une bonne nouvelle pour notre souveraineté, c'est pas une bonne nouvelle pour nos valeurs ou pour nos convictions, c'est pas non plus une bonne nouvelle pour notre pouvoir d'achat et pour notre économie. Si on veut retrouver cette maîtrise, si on veut faire en sorte de réindustrialiser notre pays pour sortir d'une hypocrisie environnementale qui a consisté à fermer les usines pour baisser nos émissions, nous devons faire en sorte d'avoir une maîtrise qui commence aussi par les minerais. Christophe Béchu, un petit mot parce que le temps file, c'est terrible. Le temps file. Sur les pneus neige, les automobilistes roulant dans 34 départements, plus de 4000 communes doivent s'équiper des pneus neige ou d'équipements spéciaux. Pas de sanctions pour le moment, vous confirmez ? L'objectif, c'est pas d'abord de la répression, c'est de la sécurité. L'absence de pneus neige est la première cause d'accidents en montagne. Il y aura des contrôles. Si ces contrôles montrent que les consignes d'équipement systématique de ces pneus neige à compter du 1er novembre ne sont pas suffisamment respectés, nous prendrons le décret qui déclenche la sanction. Mais à la minute où je vous parle, je le redis, c'est un enjeu de sécurité, pas de répression. Alors Christophe Béchu, vous êtes aussi un proche d'Édouard Philippe, secrétaire général d'ailleurs du parti Horizon. Un sondage IFOP pour Sud Radio récemment montre que Édouard Philippe tire plutôt son épingle du jeu par rapport au potentiel futur candidat à la présidentielle. 26% d'intention de vote. Vous souhaitez qu'il soit candidat ? Je souhaite que ce sujet, on n'en parle pas dès 2023. J'ai évidemment lu ces sondages. C'est un peu hypocrite, tout le monde en parle, vous le savez bien. Je vais vous répondre. Je me réjouis de ces sondages. Tout le monde dit qu'on les regarde pas. Le fait est que forcément on les regarde. Mais c'est dans tellement longtemps cette élection présidentielle. Et je pense que c'est une des maladies de notre démocratie, c'est d'être concentré sur le coup d'après au lieu d'être concentré sur les réformes dont les pays ont besoin. Et à court terme, dans ce pays, entre la guerre en Ukraine qui se poursuit, entre ce qui est en train de se passer en Israël, la montée des actes antisémites absolument abjects dans notre pays,
la nécessité de faire en sorte de réformer nos règles en ce qui concerne l'immigration à court terme, de doter la France d'un budget. On a tellement à faire que on doit concentrer toute notre énergie sur ces enjeux. Justement, l'immigration, j'y viens. La loi immigration va être présentée au Sénat le 6 novembre. Naïma Mouchou, députée Horizon, s'est exprimée ce week-end sur cette loi et notamment sur l'article 3. Vous savez, cet article donc qui concerne la régularisation des métiers sous tension des sans-papiers. Donc, l'article 3 sur lequel elle se dit défavorable, y voyant comme la droite une forme d'encouragement à l'immigration clandestine. Elle est également favorable à la transformation de l'AME en AMU. Ça présage des tensions. Vous partagez le même jugement qu'elle, qui n'est pas le même que celui de Gérald Darmanin? Ça présage des débats. Et c'est toujours souhaitable en démocratie qu'on ait des débats. Il y a aujourd'hui plusieurs lignes. Il y a ceux qui considèrent qu'il faudrait effectivement plutôt passer par une circulaire plutôt que par un article législatif. Mais le message global de ce texte, c'est quoi? On se concentre sur cet article 3. L'essentiel du texte, c'est de dire que nous devons durcir nos règles en termes d'immigration. Qu'on doit sortir d'une forme de déni. Qu'on ne peut pas se retrouver avec une impuissance à expulser des gens qui n'ont rien à faire sur notre territoire. Qu'on ne peut pas continuer à subir du regroupement familial ou des arrivées sur le territoire qui ne correspondent pas à des besoins. Il faut qu'on sorte d'une forme d'angélisme et de laxisme sur ces questions. À titre personnel, je pense que ça n'est pas parce qu'on durcit les règles, qu'on fait en sorte d'ouvrir les yeux, d'être plus lucide sur la nécessité de restreindre cette immigration, qu'il ne faut pas un équilibre, et que des gens qui travaillent dans notre pays depuis des années, dans des métiers en tension, qu'on les régularise à partir du moment où ils sont intégrés, c'est un sujet qui n'est pas le sujet principal. Oui, mais ça veut dire que la majorité se déchire, elle est divisée. Mais par définition, quand vous avez un texte aussi sensible qui arrive à l'Assemblée et au Sénat, il faudra un débat, il faudra une majorité à la fin, et c'est la discussion législative qui permettra de faire en sorte que ça arrive. J'ai pleine confiance en Gérald Darmanin pour qu'il y parvienne. Merci beaucoup Christophe Béchu, merci à vous d'être passé. Merci Stéphanie Demireux. De Sud Radio.